Madame Boutin, puisque le nom de votre parti est clairement identifié chrétien, puisque vous avez commencé votre intervention par une citation de Jean-Paul II, j'aimerais bien que vous nous expliquiez dans cette démocratie dont vous tracez les grands traits, quelle place spécifique pour les chrétiens, et faut-il qu'ils soient dans un parti politique particulier ? Je ne suis pas venue ici en pensant faire des adhérents supplémentaires. Le Parti chrétien-démocrate, merci pour cette question. Le Parti chrétien-démocrate n'est pas un parti confessionnel et nous nous inscrivons dans l'histoire des idées politiques qui, me semble, ont nécessité d'exister en France. C'est l'affiliation de Schuman, c'est du MRP, c'est etc. Et qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai l'ambition, peut-être un peu folle, de faire revivre ce courant des idées politiques. Pour répondre plus précisément à votre question, je pense qu'il y a des chrétiens dans tous les partis politiques, et c'est une bonne chose. La diversité est nécessaire. Ce que je crois, c'est que ce parti, le Parti chrétien-démocrate, porte véritablement la priorité, la primauté de la personne humaine, du citoyen, de l'individu, de la personne. Et nous pensons... Mais on n'a pas besoin d'être chrétien pour le croire, mais je pense que quand on est chrétien, on est d'autant plus mis devant cette responsabilité. C'est d'affirmer cela. Et je pense que dans la crise dans laquelle nous sommes, dont j'ai fort peu parlé, qui est à mon avis grave, qui va nous remettre devant le réel, nous allons être obligés de regarder la vérité en face, les chrétiens, quels qu'ils soient, et quel que soit l'endroit où ils se trouvent, au niveau partisan, aura une responsabilité particulière pour aider son frère, sa sœur, à tenir bon dans la tempête. Voilà ma réponse. Merci. Dans votre approche finalement assez atypique de la question politique, vous mettez très en avant les questions de société. C'est sur ces thèmes que vous intervenez beaucoup, c'est là que vous portez le fer, etc. Mais ce qui est frappant, c'est que quand bien même les thèmes que vous évoquez sont considérés ici notamment comme très importants, même si tout le monde n'épouse pas exactement votre problématique, comment expliquez-vous qu'ils ne soient pas relayés dans le débat public? Comment expliquez-vous que vous ayez tant de mal à vous faire entendre sur les thématiques que vous portez? Ça va mieux. Ce que je pense, c'est que... Je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, je vais essayer de le faire. La crise économique dans laquelle nous sommes, moi que je nomme plutôt Troisième Guerre mondiale, nous sommes dans une Troisième Guerre mondiale d'ordre économique et moral. Et je pense que si nous sommes dans cette crise, c'est parce que justement sur les problèmes de société, sur les problèmes moraux, nous avons voulu jouer. Et que ceci nous a amené à construire un monde qui est devenu fou. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous heurter au réel. Alors, c'est vrai que depuis tant d'années, ça fait plus de 30 ans que je fais de la politique, depuis tant d'années, j'ai toujours essayé de porter cette dignité de la personne humaine. Et à partir de cette réalité-là, tout se décline naturellement. Il y a une logique. J'ai eu beaucoup de mal parce que ce n'était pas bien porté, parce qu'on était dans une logique où seul le marché comptait, seul l'économique comptait, et où le politique abandonnait. Il faut tout de même le reconnaître. Le politique a baissé les bras. Il a dit oui, c'est l'économique qui décide. Et moi je suis. Et puis tout le monde était content. En tous les cas dans nos pays occidentaux, parce qu'il y avait un bon niveau de vie, il y avait de la consommation, etc. Même si, dans le fond de notre cœur, souvenez-vous, nous étions tous très étonnés de voir que nous, qui avions tout, nous étions tous habillés en gris, avec des têtes de croque-morts, alors que quand on allait dans les pays émergents, ils n'avaient rien, mais ils avaient tous le sourire. Aujourd'hui, nous sommes dans le mur, et il va bien falloir réaffirmer un certain nombre de choses. Et je pense que ce que j'essaie de porter depuis de nombreuses années a grand avenir devant lui. Et je pense à tous les jeunes, parce que je vous le dis, pour moi c'est ma joie. Le Forum des Républicains sociaux auquel vous avez fait allusion, monsieur, tout à l'heure,
Je l'ai créé il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, autour de moi, il y avait beaucoup de personnes, toutes très estimables, et qui m'ont beaucoup aidé, qui étaient plutôt des personnes à cheveux grisonnants. Aujourd'hui, je n'ai que des jeunes autour de moi. Mon équipe de campagne a 29 ans d'âge moyen. Le doyen a 41 ans. Il vient de la Cour des comptes. Il s'est mis en disponibilité pour défendre ses idées. J'en ai un autre qui a choisi de prendre une année sabbatique, alors qu'on sait très bien que Boutin, elle fera 3 ou 4%. Eh ben, ils ont décidé parce que ces idées-là, ils y croient. Donc, moi, je pense que tout est devant nous. Et que ce que nous n'avons pas voulu voir depuis ces 30 ou 40 ans, eh bien, ça va éclore aujourd'hui. Et moi, ça me donne de la joie dans le cœur, parce que rien n'est plus important que tout homme, toute personne, quel que soit son état de santé, sa religion, sa race, ce qu'il est, là où il en est. L'homme. Pourquoi? Parce que moi, du reste, j'assume totalement ma foi, vous le savez, pour moi, tout homme, quel qu'il soit, je le dis, quel qu'il soit, est autant aimé de Dieu que moi, et peut-être davantage. Voilà. Oui, alors, dans la continuité de la question que j'avais commencé à vous poser, vous avez répondu imparfaitement, c'est-à-dire vous en êtes resté à la question des principes, mais sur la base des questions sur lesquelles vous portez le fer, oui. Quelle politique publique peut-on mettre en place? Est-ce que c'est l'État qui intervient? Est-ce que dans votre vision, c'est une organisation plus sociétale? Quels sont les relais? Enfin, qu'est-ce qui concrètement fait l'action dans votre projet? Ah ben, vous savez, le revenu de base, je peux vous dire que c'est une véritable révolution et c'est une nouvelle organisation de la société. Ça remet complètement à plat la distribution actuelle des prestations sociales où plus personne n'y comprend rien. Tout est simplifié, c'est égalitaire, c'est équitable, ça entraîne une modification des impôts, de la fiscalité absolue, qui devient elle aussi très lisible, transparente, alors qu'aujourd'hui plus personne n'y comprend rien. Ça taxe à la fois le capital et le travail. Aujourd'hui, nous avons tous l'impression que le voisin ne paie pas suffisamment d'impôts par rapport à ce que nous payons nous, parce que nous ne comprenons plus rien, tellement tout est compliqué. Les conséquences sont très directes dans l'action. Je n'ai pas eu le temps de vous le développer, mais il est bien évident que l'action, c'est très direct. Il y a quelque chose à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. Vous m'avez posé la question, et je l'ai oublié, pardonnez-moi, c'est de savoir, si j'ai bien compris, pourquoi est-ce que depuis tant d'années, justement, ces faits de société n'ont pas été repris dans le monde politique. Moi, je suis une femme politique et j'aime la politique. Et je sais combien c'est difficile, la politique. Combien ça demande de vertu. C'est un monde de pouvoir, c'est un monde de séduction et c'est un monde d'argent. Et donc c'est excessivement difficile de ne pas tomber dans la tentation. Donc je me garderai bien de juger quiconque. Mais ce que je pense et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est par manque de courage. Parce que parler de valeurs importantes était considéré comme ringard et réac. C'est tout. C'est la raison pour laquelle ce n'était pas porté. Et même aujourd'hui, quand je vous ai dit tout à l'heure rapidement ma position vis-à-vis de l'altérité, c'est un fondement essentiel de la construction de la société. Eh bien, je suis très étonnée de voir à quel point la société française, et en particulier la droite, à laquelle j'appartiens, moi je suis la droite humaine et sociale, et je le revendique, eh bien que la droite ne voit pas les conséquences anthropologiques qu'il y a à ne pas affirmer l'altérité comme fondement de la construction de la société. Les conséquences sont énormes, bien sûr. Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de religion, ça n'a rien à voir. C'est une question humaine. Donc, Madame Boutin, pour rebondir sur une discussion qu'on a eue ce matin avec M. Bayrou, où je me disais qu'on avait le sentiment d'une impuissance des politiques, et vous-même, à un moment donné, vous avez dit qu'ils ont baissé les bras. Vous pensez que les responsables politiques ont le pouvoir de faire changer les choses? Ah oui, ah oui. Et c'est leur démission qui a fait... Oui, 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 oui. Ah ben oui. Oui, je ne sais pas. Oui, oui. J'ai rien d'autre à vous dire, oui. Mais même avec 3 ou 4% de voix, comme vous avez pré... Mais oui, vous savez, 3 ou 4%,
D'abord, pardonnez-moi de vous dire que être le petit, le faible, je crois qu'il y a un certain avec un C majuscule qui a dit que c'était une force. Il me semble me souvenir de cela. Alors moi, j'assume totalement. Une élection présidentielle, ça se fait, la dernière fois, c'était exceptionnel, 53-47. Ça se fait en général à 48-52. 49-51. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de développer davantage. Moi, j'assume totalement le score qu'on me prédit et que je pense vrai. Je pense lucide, oui. Mais je peux vous dire que je tiendrai. J'ai 67 ans, ma vie est derrière moi, j'ai une carrière politique magnifique, mais je me bats pour ces idées. Et j'irai jusqu'au bout parce que je n'attends plus rien pour moi. Par contre, tous ces jeunes qui sont avec moi, pour eux, j'ai beaucoup d'ambition. Et ils sont là. Et on tiendra bon. Et je vous le dis. Merci pour cette réponse assez directe, on va dire. Mais le débat se poursuit quand même un temps pendant la campagne. Or, vous avez évoqué tout à l'heure les questions institutionnelles. En passant assez vite, alors je sais bien que ça relève plus du code électoral que des questions institutionnelles, mais il y a un obstacle que vous rencontrez en ce moment, c'est celui des 500 signatures. Oui. Est-ce que vous pensez que cet obstacle, pour une bonne administration de la démocratie, devrait être revu à la baisse ? Non. Effectivement, j'ai des difficultés, mais je ne suis pas seule. Ça pourrait me réjouir ou ça m'attrister. Ça m'attriste plutôt par rapport à votre thème et la démocratie. Il y a 50 000 personnes, 50 000 élus qui aujourd'hui ont la possibilité de parrainer, le parrainage n'étant pas un soutien aux idées, mais la possibilité de l'expression démocratique, de la diversité des pensées. Non, je ne crois pas. Quand on a 50 000 personnes qui sont susceptibles de pouvoir signer, si nous n'arrivons pas, nous, je dis nous, tous ceux qui sont sur la ligne, si nous n'arrivons pas à rassembler ces 500 signatures, c'est un très mauvais symptôme de notre vie et du dynamisme de notre vie démocratique. Moi, je ne fais pas partie des gens qui demandent à l'anonymat. Si on est élu, tous les jours, on a des décisions à prendre difficiles. Si l'on n'est pas capable d'assumer sa signature pour un parrainage à un candidat pour lui permettre de s'exprimer, je trouve que c'est une insulte faite aux élus. Je vous ai parlé de courage tout à l'heure. Les élus, ils ont une responsabilité majeure. Ce sont des gens qui sont toujours entre le marteau et l'enclume, entre ceux qui les soutiennent, ceux qui les critiquent. C'est une posture excessivement difficile. Comment voulez-vous qu'ils n'aient pas le courage de signer et d'assumer leur signature? En tous les cas, s'il y a des maires ici, ils peuvent me parrainer, bien sûr. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est qu'on entend beaucoup d'alibis. J'ai peur de mon conseil municipal, j'ai peur de mes habitants, etc. Moi, en 2002, j'ai eu l'exemple, j'avais 700 signatures en 2002, parce qu'il en faut plus de 500 en définitive, il en faut 600, parce qu'au dernier moment, il y en a toujours qui changent d'avis, donc il faut en avoir plus de 500. Et donc, j'en ai un, j'ai été voir un de mes maires que je connais bien, et je lui ai dit, écoutez, signez. Il m'a dit, mais on va voir mon nom. Je lui ai dit, non, on ne verra pas votre nom, il n'y en a que 50 sur 500. Naturellement, il a été tiré au sort, il a été publié. Et comme son nom commençait par B, il a été tout de suite vu. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été réélu 2 fois maire de sa commune. Donc ça, ce n'est pas un argument, ça. Si vous entendez ça, ce n'est pas un argument. Mais alors, chronologiquement, comment expliquez-vous que ce soit plus difficile pour cette séquence qu'en 2002 ? Alors là, c'est très clair. Ça, pour moi, c'est très clair. Les alibis, je vous les ai dit. La raison fondamentale, c'est la crise. Aujourd'hui, tout le monde est aux abris. Tout le monde craint pour son environnement. Et moi, ce que j'entends, vraiment fortement, en fait, vous, les candidats de premier tour, on n'a pas besoin de vous. On veut les deux gros, le PS et l'UMP. On ne veut pas de friture sur la ligne, ce qui, par rapport à la démocratie, vous voyez ce que ça signifie. Hein, mais je crois que c'est cela. La crise est trop grave, on n'a pas le temps à perdre avec des idées différentes. Et je suis très étonnée de voir
que justement sur le plan économique, nous sommes tous, quels que soient nos choix politiques, ou à peu près, d'accord pour dénoncer les gros qui écrasent les petits. Et en réalité, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est la même chose dans le champ politique. C'est-à-dire qu'on veut donner la possibilité aux deux gros, et puis tous les petits n'ont pas le droit de s'exprimer. Mais je ne peux pas imaginer qu'au mois de février, le 22 février, nous n'ayons pas ces 500 signatures. Si jamais c'était le cas, alors mes amis, je vous le dis, notre société est très mal partie sur le plan de la démocratie. Et ça ira très mal. Ça ira très mal. Donc, je pense que nous les aurons.